Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Non pas pour élire le futur pensionnaire de l'Elysée, mais pour 14 joueurs de hand représentant la République démocratique française aux Jeux Olympiques. Donc, avec nous ce soir, Loumou Kamansele, représentant Hand Planet, pour discuter de ce beau concours avec, à la clé, pour les plus fins sélectionneurs, le maillot de Jérôme Fernandez, notre parrain, et de nombreux lots comme si donc si vous avez des questions, hein, c'est le moment. On parlera de la LNH, c'est la reprise, dernière ligne droite, alors que Montpellier semble promis au titre de champion de France. Derrière, c'est la lutte pour la seconde place avec son nul face à Toulouse. Chambéry n'a plus qu'un point d'avance sur Raphaël. Pour nous en parler de Chambéry justement, de son futur club l'Atlético et de l'équipe de France, Xavier Baraché sera avec nous. Nouvelle rubrique d'Andé, nouvelle rubrique de Michael Ilès. Après avoir reçu pratiquement tous les Français de l'étranger à l'antenne, place maintenant aux étrangers en LNH. Et pour inaugurer cette nouvelle rubrique, Sébastien Simonet sera avec nous, le demi-centre d'Ivry. Un point sur la Pro D2, la Coupe EHF et la belle victoire de Dunkerque, mais aussi la Ligue des Champions et sur notre surprise seront forcément au menu ce soir de Handé. Comme d'habitude, notre équipe au grand complet, Stan Aguilar, Thomas Nira, Benoît Perabou et Michael Ilès seront avec moi pour m'accompagner ce soir. Allez, tout de suite, on reçoit Loumou Kamangele. Bonsoir Loumou. Le basket, le volley, etc. Mais beaucoup hand. Et pour ce concours, PK1 a décidé de mettre des bons d'achat à disposition. Donc des bons d'achat de 50 euros, sans contrepartie, sans minimum d'achat. Donc c'est vraiment très bien pour nos internautes. Et les vôtres, bien entendu. Alors, Loumou, comme je le disais tout à l'heure, le partenariat va pas s'arrêter là. Dans quelques temps, on pourra pronostiquer sur les matchs de hand et gagner encore des lots, hein. Notamment, on a parlé du maillot de Arnaud Bingo et celui de Michael Ilès. Tu peux nous en dire plus et quand est-ce que sur Hand Planet, on pourra pronostiquer? Alors, on est en train de mettre ça en place, je l'espère, dès la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, du moins avant la fin du championnat, pour déjà tester avant la saison prochaine. Bien entendu, il y aura le maillot de Michael Ilyes, Arnaud Bingo, également des ballons de hand de la marque Masita, qui nous font le plaisir de nous offrir des ballons Masita taille 3, ballons compétition, de très bonne qualité. Et, euh, et je pense que le jeu des pronostics va plaire, parce que dans le handball, c'est vrai que ça n'a pas trop été testé ou encore mis en place. Et j'ai vraiment bon espoir pour ce concours. Mais Alors, ça va arriver vraiment très bientôt, je l'espère la semaine prochaine. j'ai pas mal de questions, un peu pour toi directement. Je pense que Benoît et Mickaël, un petit mot sur le concours qui est mis en place, ou alors je peux poser les questions d'internautes pour Loumou, justement. Non, non, vas-y. Alors, Loumou, alors voilà, bon, c'est un peu en liaison avec le hand. Donc, il y en a qui ne connaissent pas trop. Peux-tu nous dire quelle est ta carrière en tant que joueur et pourquoi avoir choisi le hand? Alors moi j'ai choisi le hand parce que bon, c'est un sport déjà qui me plaisait, qui représentait beaucoup de valeurs, euh, des valeurs de combativité, de respect. J'ai pas voulu faire du foot parce que tout simplement je voulais me démarquer un petit peu de mes amis ou autres. Et une fois que j'ai commencé à faire du hand, bah, ça m'a tout de suite plu et j'ai pas cherché à faire autre chose, quoi, tout simplement. Moi j'ai été formé au centre de formation à Ivry. Je fais partie de la génération des Abalo, Guillard, Chisolana et autres. Et puis ensuite, j'ai atterri à Nancy 2 années en Pro D2. Puis à Belfort en N1. On est monté en Pro D2, ensuite on est redescendu. Donc là, en ce moment, on est premier de N1 et je l'espère dès la saison prochaine en Pro D2. Alors justement, une petite question aussi de Sabine. Alors deux petites questions. D'une part, c'est la personne qui a écrit l'article. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, Euh, je l'avais lu. donc elle voudrait déjà savoir ce que tu penses de son article, mais surtout, quelles sont les conditions pour monter justement en Pro D2? Les conditions pour rentrer en Pro D2? Ouais, pour monter en Pro D2 au niveau de Belfort, c'est quoi? C'est les deux premiers qui passent? Officiellement, c'est les premiers de chaque poule qui monteront en Pro D2 cette année. Mais il y aura peut-être un changement concernant pour cette année parce que peut-être que les deux premiers de chaque poule
seront amenés à monter parce que il est fort possible que la LNH passe à 16 clubs et donc aucun club de D1 descendra en D2. Donc ce qui laissera la place à 2 clubs de plus de N1 pour monter en D2. Ensuite, les conditions, ça va être des conditions financières. Il faut un minimum de 600 ou 650 000 euros pour un club de 1-1 pour monter en D2. Ensuite, d'un point de vue sportif, on peut monter, mais d'un point de vue financier, c'est autre chose. Ouais, ça va être peut-être compliqué. Euh, on, Oui. on sait que t'es pressé, Loumou, donc on va pas te retenir plus longtemps. On espère une longue vie entre Andé et Handplanet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis j'espère que tu as quand même une petite idée des 14 qui iront en JO. On a Ouais, Xavier moi, Barrage. j'ai ma petite idée, mais je préfère pas encore le lancer aux internautes. Alors notre fut. J'espère que justement les internautes seront nombreux à remplir les formulaires, que ce soit sur Randé ou sur Planet, pour ce concours. C'est vraiment bien, quoi. Alors merci Loumou d'avoir été avec nous pour quelques mots et puis au plaisir de te revoir dans Andé. Merci de m'avoir invité. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, ciao. Ciao, ciao, salut. Ciao. Merci à Loumou, un représentant de Hand Planet qui était avec nous. On va passer à la LNH, hein, donc j'imagine, hein, vous en avez entendu. Venez voter pour vos 14 joueurs français qui partiront à Londres. Liste donnée par Claude Onesta le 7 juillet, donc faut vraiment pas hésiter à nous donner tout simplement vos 14 joueurs potentiels. Et justement, en parlant de joueurs potentiellement sélectionnables, et ben il y a Xavier Baraché qu'on va recevoir dans quelques minutes. Donc le temps pour moi de me refaire un peu, voilà, mes feuilles sont un peu mélangées, c'est fait. Ils sont revenus. Donc on va passer au championnat dans quelques instants. Xavier sera avec nous. Donc après une mini trêve, hein, les équipes ont repris le bleu de chauffe. Et une affiche a retenu notre attention. Hein. Toulouse recevait Chambéry. Et pour nous en parler, donc Xavier sera avec nous. Alors juste une petite question quand même. Oui, bien sûr, Ben. Je t'ai oublié, Benoît Perabou. Tu avais un petit édito. Tu fais bien de me le rappeler en off. Et justement, c'est en rapport avec le concours. Donc, Ben, vas-y, je t'écoute. Ah, oh, tu mets même pas mon petit jingle, mon petit plaisir. Mais faut bien genre sûr, ton direct. petit jingle en direct. Attends, il y a. Eh, c'est le jingle que j'ai fait. Je te mets le jingle quand Ouais, même. c'est pour ça. C'est important quand même. Ah, et le petit jingle de Benoît Perabdou, l'édito de la semaine. Allez, c'est parti. C'est maintenant. L'édito de la semaine, Benoît Perabou. Alors, en cette période électorale, quoi de mieux que de vous parler de ce grand concours et de ce vote pour l'élection de la liste des 14 pour les JO. Pour rappel, c'est le vote le plus important pour chaque candidat, parce que c'est la compétition la plus prestigieuse et qu'elle n'a lieu que tous les 4 ans. Donc les Français qui les plébiscitaient jusqu'à maintenant ont été déçus par les derniers résultats de l'équipe de France. Est-ce que c'est la faute à la crise? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont être très attentifs sur la prochaine compétition qui arrive. C'est vrai que les défaites successives ont mis à mal la suprématie de l'équipe de France. Certains joueurs ont été mis au chômage technique, mais la révolte n'a pas eu lieu. Il est donc venu le temps des retrouvailles avec 2 matchs contre la Suisse, mais surtout le moment de mettre les choses à plat, afin de débattre. Les temps de parole ont été partagés, et les propositions concrètes ont été proposées par ces candidats afin de pouvoir prétendre à une élection à cette liste des 14. Donc c'est vrai que les médias utilisent plusieurs termes, comme le vote sanction. Est-ce que peut-être qu'un joueur comme à Cambrai, qui n'a pas su tenir sa place lors de la dernière compétition, va être mis en danger lors des JO? On a aussi le vote utile, c'est-à-dire on pourrait mettre ce vote-là sous la collaboration entre les 2 gardiens Karaboué-Omeyer qui permet au numéro 1 de tirer sa quintessence, peut-être au détriment du numéro 2 qui a peut-être un peu trop les dents longues comme Dumoulin. On peut aussi parler du vote blanc. Là, c'est à vous de voter si jamais il y a un joueur qui vous a vraiment marqué dans ce championnat qui n'est pas si mauvais que ça et qui pourrait prétendre à une place en équipe de France. Mais alors, comme moi, allez sur notre page Facebook ou sur le site de l'émission et allez voter
pour soit garder la continuité dans cette équipe ou incarner le changement et la révolte. Donc c'est important de voter, d'en parler autour de vous. Par contre, une chose est sûre, pour nos engagements, on les tient et tous les lots annoncés seront distribués à nos heureux gagnants. Eh Donc ouais. une seule chose à faire, votez en masse, parlez-en autour de vous, afin de prouver que votre voix compte et rendez-vous mi-juillet pour le résultat de ces élections. Bah ça c'est un édito. Super Benoît. D'ailleurs, tiens, je vais vous poser une petite question avant de recevoir Xavier. Vous voteriez Mika, Benoît et Thomas pour la continuité ou pour un changement spectaculaire au sein de l'équipe de France? Alors, moi, plutôt pour la continuité, pour ce qui est des JO. Après, c'est sûr que en fonction des résultats et de toute façon avec pas mal des cadres qui commencent à être un peu vieillissants, peut-être qu'il faudra un peu de changement à l'issue des JO pour préparer les JO justement du Brésil en 2016. Et toi Ben? Ah, on a perdu Benoît. Thomas, un petit mot, continuité ou un changement? Continuité avec une ou deux surprises. Je pense il y aura peut-être quelques surprises Quelques dans cette surprises. liste. Ouais. Bah, pour le concours, on nous a mis par exemple Damien Wag. Donc sûrement un fan de Tremblay et de Benoît Perabou. Mais ça a été cité. Donc c'est à noter. Allez, championnat. Alors, le match Toulouse-Chambéry a vu quand même pas mal de buts, 30 partout, donc c'est à noter. Et il faut savoir que l'association de Daouda Karaboué, hein, Cœur d'Afrique, a récolté 6 000 euros. Donc c'était, il me semble, 100 euros par but. Donc c'est à noter que c'est une bonne initiative. Allez, on appelle Xavier Baraché qui va pas tarder à être là parmi nous. Hop, question de secondes. Donc déjà c'est toujours important d'avoir un peu. On a choisi une bonne affiche hein, quand même, Benoît, hein, 30 partout. Hein. Ouais, c'était un match à suspense où Chambéry a bien maîtrisé son sujet et ensuite a eu énormément de complications en seconde mi-temps et c'est vrai que le score a été indécis jusqu'au bout. Bah justement, pour nous en parler, on reçoit tout de suite Xavier Baraché. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors, merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, première question, Xavier, le résultat face à Toulouse, c'est plus un point de perdu ou un point de gagné pour Chambéry? Malheureusement, c'est plutôt un point de perdu, parce qu'on sait très bien qu'il nous reste peu de matchs jusqu'à la fin de la saison et qu'il faut réussir à gagner tous ces derniers matchs pour espérer rester à la deuxième place. Donc, malheureusement, pour nous, c'est plutôt un point de perdu. Ouais. Alors vous faites un excellent match avec 8 sur 10, pas suffisant pour l'emporter. Que vous a-t-il manqué pour faire la différence? C'est difficile à dire. Je pense qu'on a maîtrisé le match en première mi-temps, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a eu une équipe de Toulouse qui a très bien joué son jeu, qui était décomplexée et qui nous a posé pas mal de problèmes sur notre défense. Donc on a eu un peu moins d'arrêts de gardiens et voilà. Et puis nous en attaque, on a eu quelques phases où il y a eu un peu des pertes de balles assez bêtes, on va dire. Et voilà. Et Toulouse nous a collé tout au long du match et voilà, le match nul, je pense que malheureusement pour nous, il est mérité quand même. Benoît? Oui, Xavier, tu reviens de blessure. T'es encore, physiquement, c'était encore un petit peu juste. À quel niveau tu te situes actuellement par rapport à ton état physique? Disons que déjà avant ce match-là, j'avais fait, on va dire, un entraînement et demi, quoi. Je m'étais entraîné pratiquement que la veille du match, donc c'est vrai que physiquement, encore que physiquement ça va, je me sens bien, mais c'est réellement au niveau du genou, j'ai encore un peu des douleurs, donc c'est surtout voilà, au niveau des douleurs, ça m'embête un peu, mais après au niveau physique, je me suis vraiment bien entretenu tout au long de ma blessure, donc au niveau physique, ça va plutôt bien, quoi. Alors au classement, Xavier, Saint-Raphaël se rapproche d'un petit point. Dunkerque est un peu plus loin à 4 longueurs. Ça va être vraiment difficile jusqu'au bout, notamment le 12 mai. Il y a un certain Chambéry-Saint-Raphaël. Il ne faudra pas se louper. Hein. Ouais, exactement.
Bah, on a encore notre destin entre les mains, donc c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que ce match face à Saint-Raphaël va être primordial pour nous. Il va falloir être sérieux pour pouvoir remporter ce match. Après, je crois que Saint-Raphaël, ils reçoivent encore Montpellier, donc peut-être ils pourront faire une petite erreur à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce match face à Saint-Raphaël va être très important. Ouais. Alors avant Saint-Raphaël, il y a ce week-end Tremblay qui au match aller vous ont battu. Une belle revanche à prendre face à une équipe quand même qui est en mal de points. Comment allez-vous aborder ce match-là, Xavier? Disons que face à Tremblay, c'est toujours des matchs très difficiles à jouer parce que, bah, notamment face à nous, je sais, chaque fois qu'on joue contre Tremblay, c'est toujours des matchs serrés du début à la fin. Et donc ça va être un match qu'il va falloir préparer très sérieusement parce que voilà, comme je le dis, je le répète, ça va être un match très difficile. D'ailleurs, tous les matchs qui nous restent jusqu'à la fin de la saison vont être des matchs très difficiles également. Donc il va falloir être sérieux et on va essayer de bien bosser cette semaine pour espérer l'emporter ce week-end. Alors Benoît, bon Tremblay-Chambéry, donc vous allez être adversaire ce week-end. Comment Tremblay va se préparer face à Chambéry? Ben, comme tu le disais si bien, on est en mal de points, mais on est actuellement dans une situation assez compliquée où on enchaîne les défaites, surtout contre des équipes du bas de classement. Donc, à vrai dire, le match de Chambéry, ça va pas être une priorité au niveau du résultat. Il va falloir qu'on retrouve surtout des valeurs qu'on a perdues ces derniers temps. Donc, on va essayer de retravailler sur des valeurs collectives, retrouver une ambition collective, retrouver du jeu, retrouver une agressivité défensive qui nous fait défaut actuellement. Et ce match-là n'est pas une priorité. Ce sera surtout la semaine prochaine qui va être déterminant pour nous. Donc on va aborder ce match avec des ambitions certes, mais on sait qu'actuellement on est dans une situation difficile avec peut-être quelques retours de blessures, mais on ne sait pas encore qui va pouvoir revenir et dans quel état ils vont être. Donc on va continuer à travailler, mais surtout préparer le match suivant. Celui-ci, on va essayer déjà de bien le tenir sans être ridicule et de pas prendre une branlée, mais on va essayer de s'attacher plutôt à des valeurs et à se concentrer surtout sur nous et pas spécialement sur le résultat final qui va être peut-être compliqué, mais on va essayer de retrouver des choses collectives pour essayer de travailler et préparer le match suivant contre Créteil. Michael? Oui, Xavier. Alors moi, heureusement que j'ai pas parié ce week-end parce que je pense que j'aurais perdu quelques sous. J'avais vraiment misé sur Chambéry parce que vu que vous jouez, vous avez plus que le championnat à jouer, vous avez beaucoup de temps pour vous préparer pour chaque match. Et je pensais que ce serait plutôt un avantage pour vous. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement le fait de ne pas jouer tous les 3 jours, vous êtes pas habitué, vous avez un peu perdu le rythme? Bah, tu as raison dans les deux sens. C'est vrai qu'on a plus de temps pour préparer nos matchs de championnat, mais bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné ce week-end. Mais c'est vrai que par contre, on n'est pas habitué à jouer comme ça, avoir autant de temps de préparation. Et ça nous fait vraiment bizarre d'avoir toute une semaine pour préparer. On n'a pas l'habitude, on a plutôt l'habitude d'aller le mercredi, je sais pas où, à l'étranger, et avoir quand même pas mal de récupération et seulement avoir des entraînements de veille de match, etc. Donc c'est vrai que ça nous fait un peu bizarre, mais normalement, ça devrait être à notre avantage d'avoir qu'un match par semaine. Mais bon, il y a moi qui est revenu il y a pas longtemps. Il y a Bertrand Rouanet aussi qui était revenu, qui est revenu sur ce match-là. Donc il y avait toutes ces petites choses qu'il fallait régler en attaque. On a l'absence de Damir aussi, Bikanic. On a l'habitude de jouer ensemble. Voilà, il y a toutes ces petites choses qu'on fait aussi qu'on n'était pas à 100% au rendez-vous le week-end dernier. Alors Xavier, hier, il y a vraiment pas longtemps, nous avons lancé un concours pour gagner des maillots de votre capitaine en bleu, Jérôme Fernandez. Fallait trouver les 14 joueurs, faut trouver les 14 joueurs qui iront aux Jeux Olympiques. Justement, les Jeux Olympiques arrivent. Est-ce que psychologiquement, en match, vous vous freinez pour éviter la blessure? Oula, non, pas du tout. Même au contraire, je pense que c'est dans les moments où on n'est pas à 100% et qu'on pense un peu à autre chose que la blessure arrive. Donc il faut absolument pas penser à ça.
Et puis j'ai d'abord eu une fin de saison à jouer avec Chambéry, en plus avant de partir, donc j'ai envie de bien finir. Mais après, c'est vrai que pendant les temps de repos, de récupération, c'est vrai qu'on pense à ces JO, à cette prépa. Et ben voilà, j'espère tout simplement arriver à 100% à cette prépa et puis d'y participer. Alors, justement, vous êtes quand même plus de 22 à postuler légitimement pour 14 places. Si vous n'êtes pas malheureusement dans cette liste, j'imagine que ça va être une énorme déception. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Alors, après l'échec, après l'échec de l'Euro, hein, les Français sont encore plus attendus au tournant. Est-ce que vous sentez cette pression autour de l'équipe de France, ou alors est-ce que c'est un peu trop tôt, mais on sent quand même que les Français attendent beaucoup des experts, hein. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Cette équipe de France, ces dernières années, a ramené pas mal de médailles, et particulièrement en or, donc c'est normal qu'il y ait cette attente. Et puis même de nous-mêmes, hein, on a vraiment envie de gagner ce titre olympique, de garder ce titre olympique de 2008. On a un peu pêché en janvier dernier et on a vraiment tous à cœur de se rattraper et de faire de gros Jeux olympiques, quoi. Alors tout va bien en équipe de France. Il y a pas de soucis. On a entendu pas mal de choses, de mauvaises ententes, de ruptures avec Onesta. On a eu Jérôme Fernandez, on a eu Didier Dinard qui nous ont vraiment dit que c'était plus ou moins de la manipulation médiatique. Vous nous confirmez? Oui, bah complètement. L'ambiance en équipe de France, moi depuis que je suis arrivé en 2009, ça a toujours été la même. Il y a toujours une super ambiance et tout ce qu'on entend à droite à gauche, c'est que des fausses informations, on va dire. Alors Xavier, vous êtes engagé avec le club l'Atlético. Vous êtes fixé quelques objectifs? Euh, avec l'Atlético? Ouais. Bah, moi, d'abord, comme je disais, c'était bon, tout d'abord de bien finir avec Chambéry. C'est un club, Ouais. ça fait maintenant 6 ans que j'y suis. Et, bah, ils m'ont vu grandir. C'est grâce à eux aussi que j'ai grandi. Je suis arrivé au centre de formation. Et puis après, il y a ces JO. Et puis après, seulement en troisième position, on va dire, il arrive cet objectif d'Atlético. Moi je suis super content de pouvoir évoluer là-bas l'année prochaine. J'espère beaucoup apprendre. Tout simplement, j'espère apporter mon meilleur handball, on va dire, à cette équipe pour pouvoir gagner des titres, quoi. La plupart des clubs espagnols sont un peu touchés par la crise financière. Il y a des joueurs qui sont pas payés, il y a des clubs qui sont en déficit. Vous n'avez pas un peu peur de ce côté-là? C'est vrai j'ai entendu pas mal de choses, notamment dans la presse, de ces clubs-là qui ont du mal à payer leurs joueurs, mais d'ailleurs c'est tout à fait réaliste. Mais c'est vrai que moi j'ai pu parler avec Didier, avec Luc, même avec Jérôme Fernandez qui à l'époque évoluait à Ciudad Real. Bon, il n'y a pas de souci en tout cas de ce point de vue-là à Atlético et Barcelone, donc c'est un peu les deux seuls clubs qui ne sont pas touchés par ces problèmes, donc j'espère que ça va continuer et que les autres clubs vont arriver à sortir la tête de l'eau, quoi. Michael? Oui, moi je voulais te demander par rapport à ton départ et à l'arrivée des frères Gilles, est-ce que t'es pas un peu amer de partir de Chambéry au moment où peut-être le plus gros projet du club se met en place pour peut-être aller titiller Montpellier? Ben, c'est vrai que l'arrivée des frangins à Chambé, bah, c'est super pour le club et malheureusement ça se fait l'année où je pars, donc bien sûr que j'aurais évolué même avec les trois frères parce que je m'entends super bien avec Benj également. Mais bon, c'est comme ça. J'avais pris ma décision il y a quelques temps je suis vraiment très content de pouvoir partir aussi. Je pense que je vais pouvoir progresser, de connaître un autre club, un autre entraîneur, évoluer avec d'autres joueurs. Je pense que ça peut être tout bénéf pour moi. Donc, je suis aussi heureux de pouvoir connaître autre chose. Est-ce que tu sais s'ils ont déjà pensé à ton remplacement? Ils ont signé un Bosniaque, un jeune Bosniaque qui s'appelle Panic, qui évolue au poste d'arrière droit. Donc voilà, je pense que Un Coran de Sarajevo ou pas? je crois pas qu'il joue à Sarajevo. Je crois qu'il jouait dans un autre petit club enfin quoi, un petit club, un autre club en Bosnie. Mais je vois pas du tout. Enfin, j'ai jamais vu jouer, quoi. Ok. Benoît? Oui.
En fait, ça me donne l'occasion de revenir un peu sur Chambéry avant de vous poser mon autre question. C'est voilà, là, on va avoir encore un autre joueur sur le poste d'arrière droit, mais peut-être tout seul parce que Palma il est encore un peu juste. On a souvent reproché à Montpellier ce poste d'arrière droit qui était tenu uniquement par Kaczysnik. Là, à Chambéry, il n'y a que toi qui peux le tenir de manière conséquente, attaque et défense pendant 1 heure. Est-ce que tu penses que ça n'a pas été préjudiciable pour vous en Coupe d'Europe? Et est-ce que c'est pas aussi un manque d'ambition de la part de Chambéry de ne pas t'avoir trouvé aussi une personne qui pourrait te relayer euh, de manière un peu plus efficace pendant toute la durée du championnat? Ah mais ouais, moi j'en suis persuadé aussi que malheureusement on peut pas jouer une saison sur tous les tableaux avec qu'un seul arrière droit. Même cet été, lorsque j'étais en vacances, on va dire entre guillemets, je rêvais qu'il y ait un arrière droit qui pouvait venir me suppléer parce que toute une saison 1 heure attaque-défense, ben, c'est vraiment très difficile. Donc c'est clair que surtout un club comme Chambéry qui a l'envie de jouer sur tous les tableaux, ben voilà, on a vu cette année, j'ai eu pas mal de petits pépins physiques, et ben c'est difficile de pouvoir jouer la Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat et Ligue des Champions en ayant qu'un joueur au poste d'arrière droit, quoi, notamment. En plus, sur des matchs capitaux comme le match contre les Suisses, Ouais. où ton Ouais, absence est très préjudiciable. ouais, c'est clair, mais malheureusement, je vais dire, il y a le poste par exemple aussi de pivot où si Greg Détresse se blesse, et ben, ça va être aussi difficile de pouvoir le suppléer. Même Edin Basic, le poste de demi-centre, il est vraiment très important. Et si un jour il arrive à se blesser, bon, je lui souhaite pas, mais s'il arrive à se blesser, pareil, Chambéry sera en difficulté. Donc c'est vrai on est assez peu de joueurs à jouer. On joue beaucoup et c'est vrai que ben, sur toute une année, c'est très difficile, quoi. Thomas, je crois que... Je Oui, ou Benoît, Attends, je vais juste enchaîner alors sur l'étranger puisque c'était le début de ma question, mais je suis revenu. Donc maintenant, donc tu pars dans un grand club. Ton rôle va évidemment changer puisque voilà, la concurrence est très très rude. Est-ce que tu as déjà pu t'entretenir avec le coach pour connaître un peu comment il va t'utiliser ou c'est encore pas toute d'actualité? Si, j'ai déjà vu avec l'entraîneur Dutchebaev et puis le manager général également. De toutes les manières, le talent de Dutchebaev, il a une manière de coacher assez spéciale, étant donné Oui. eux, ils ont pas mal de rotation, et ben tous les quarts d'heure, il change pratiquement son set. Donc j'ai la chance de pouvoir, enfin, dans le futur, évoluer dans ce club-là où je vais avoir, c'est pratiquement une certitude, autant de temps de jeu que tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super bien pour les joueurs parce que on sait qu'on va avoir du temps de jeu et ça, bah moi, en tout cas, point de vue personnel, ça va m'aider à progresser, à avoir du temps de jeu. Donc ça, Qui est-ce qui c'est une reste bonne avec toi? chose. C'est Kirill Lazarov. D'accord. Et Guardiola s'en va? Voilà, ils ont libéré Guardiola qui a signé à Rhein-Neckar-Löwen d'ailleurs avec son Ah frère. oui, c'est vrai, ouais, avec son frère. Exact. Et ouais, et donc Dutchebaev, il voulait Lazarov et moi au poste d'arrière droit. Et sachant que Lazarov ne défend pas, donc tu seras peut-être amené à quand même à jouer Ouais, plus. ouais, voilà, exactement. On peut par exemple imaginer que Lazarov jouerait une mi-temps quand on est du côté du banc et la deuxième mi-temps ce serait moi. Thomas, je crois que tu avais une petite question pour Xavier. Oui, bon, bonsoir Xavier. Bonsoir. C'était pour savoir si bon, tu as connu pas mal de blessures et est-ce que le départ à l'étranger, est-ce que dans ta réflexion tu penses à te renforcer beaucoup plus musculairement pour résister au choc parce que les championnats sont quand même assez rudes ou est-ce que tu penses pas ou comment t'es par rapport à ça en fait? Non, je pense que pour moi en tout cas physiquement ça va être une bonne chose d'y aller parce que comme je l'ai dit, la façon de coacher de Dutchebaev c'est de rétablir, d'établir des temps de jeu égaux, on va dire, entre les joueurs. Donc, moi, ça fait 5 ans que je joue 1 heure par match
1 heure par match attaque-défense avec Chambéry tous les 3 jours. Donc c'est surtout, à mon avis, pour ça que j'ai eu tous ces pépins physiques. Si j'avais, je pense, été dans un autre club, j'en aurais eu moins. Donc je pense que c'est une bonne chose pour moi l'année prochaine de jouer à l'Atlético pour ça, quoi. Justement, Xavier, qu'allez-vous chercher à Madrid que vous ne avez pas à Chambéry, à part le soleil? Euh, Qu'est-ce que j'ai cherché? Non, mais je pense que Chambéry Atlético, pour l'instant, ils ne jouent pas dans la même cour, on va dire, entre guillemets. C'est vrai qu'avec Chambéry, chaque fois, on a pour objectif de sortir de cette poule des Ligues des Champions. On se bat toutes les années pour. Et l'Atlético, c'est plutôt pour objectif de gagner la Ligue des Champions ou d'arriver au Final Four. Donc, moi, si je vais en Espagne, c'est pour connaître ce genre de match, connaître le Final Four de Ligue des Champions. Et puis, de toutes les manières, depuis tout petit, c'était un peu mon rêve de gosse de pouvoir évoluer dans un championnat à l'étranger, et notamment en Espagne, qui est un pays que j'aime vraiment bien. Donc, voilà, moi, c'est pour toutes ces petites choses que j'ai décidé de partir en Espagne, quoi. D'ailleurs, un petit mot quand même sur la défaite surprenante de Madrid en Ligue des Champions, 26-23 face à Cooper. Ouais, j'ai pas vu le match, mais j'ai suivi ça. Mais c'est vrai, de toute façon, Cooper, je pense que l'Atlético était prévenu, parce que Cooper a éliminé Kielce le tour d'avant, donc c'était une équipe qu'il fallait vraiment se méfier. Ils ont vraiment 3 joueurs sur la base arrière qui jouent vraiment très bien au ballon, qui sont de très bons joueurs de 1 contre 1, et ils ont dû les mettre, j'ai pas vu le match, mais ils ont dû les mettre en difficulté à cause de ça. Et au cas, j'ai vu que le gardien de Cooper également a fait pas mal d'arrêts, donc il va avoir un match retour bien disputé, je pense. Ouais, je crois que Mickaël, que tu as vu le match et c'était un bon match, hein. Ouais, bah c'est un peu ce que dit Xavier Baraché. Mais c'était surtout une défaillance de Madrid, je pense, parce que aussi bien en défense, c'est vrai qu'ils se sont fait prendre justement sur ces 1 contre 1. Ils se sont fait passer souvent en 1 contre 1 et ça finissait souvent au fond des cages. Il y a eu une défaillance des gardiens aussi. Djutchebayev a pas mal changé ses gardiens, mais il y a eu des tirs de droitier à droite, des tirs de loin touchés qui rentrent. Et en attaque, ils ont beaucoup buté sur ce gardien et ils ont pas été vraiment efficaces. Non, c'est plus une défaillance de Madrid qu'une performance de Cooper, mais je pense qu'à domicile, Madrid va largement faire la différence. Bon, bah, avant de vous laisser, Xavier, un petit mot de Thomas. Oui, donc il y a une phrase à dire, c'est une tradition ici, hein. Alors c'est ici Xavier Baraché, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Ok. Ici Xavier Baraché, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Ah, merci Xavier, hein. Vous Tu peux nous la faire en espagnol? Je suis en train de prendre des cours là actuellement. Alors, je vous la ferai peut-être dans une semaine. Bah oui, on l'espère, on l'espère. Donc Xavier, vous avez évité de peu l'interview décalée de Stan, hein, qui malheureusement a eu un petit problème. Il sera pas là ce soir, mais vous reviendrez, vous aurez droit comme chaque invité à l'interview décalée. Et on vous souhaite vraiment bonne fin de saison avec Chambéry. Merci bien, merci de m'avoir invité. Et surtout, faites-nous rêver avec les experts, hein, on en a besoin. Ouais. Médaille d'or. On va essayer. Merci Xavier et bonne soirée à vous. Et il reviendra l'année prochaine en tant que Français à l'étranger. Bah voilà. Ouais. Exactement. Merci Xavier, passez une bonne soirée. Au revoir. Merci et ciao. Merci Xavier. Donc voilà, c'était Xavier Baraché en micro de Radio Talk and Sport pour l'émission Handé. Donc on va décortiquer un peu, on a le temps, hein, la LNH. Donc on a bien parlé de Toulouse-Chambéry, mais il y avait quand même un match aussi qui était important pour Paris, et Benoît va nous en parler. Paris-Tremblay, lourde défaite des Tremblaysiens face à Paris 31-23, et Paris qui reste dernier, mais qui se rapproche un peu de toutes ces équipes qui se tiennent à quelques points. Alors qu'est-ce qui s'est-il passé, Benoît, dans ce match-là pour que Paris vous mette plus 8 comme ça? Mais à noter qu'on avait quand même un effectif assez réduit pour ce match. On n'a pas été épargné par les blessures ces derniers temps. Donc c'est vrai que sur le papier c'était un peu compliqué. Malgré tout, on avait largement les armes pour au moins rivaliser
pendant la durée du match. Et hélas, après une première mi-temps où le score était assez équilibré, ça se tenait à 2 buts. On a pris un 7-0 assez rédhibitoire à partir de la 40e, je crois. Et c'est vrai qu'on a perdu énormément de ballons de manière trop rapide ou des tirs précipités. Et maintenant, on sait très bien que le niveau de la LNH ne permet pas autant d'imprécision et on est tout de suite sanctionné de contre-attaque. Ils ont 2 ailiers qui sont très très rapides et très efficaces. Et voilà, le score a enflé et on n'a pas réussi à se révolter et à pouvoir revenir dans ce match. Et du coup, voilà, on prend une défaite de manière très large et qui nous tape un peu plus sur la tête et qui est déjà pas mal enfoncé en ce moment. Donc, Alors, c'est assez compliqué. Alors justement, Ben, la semaine dernière, on recevait Sébastien Ostertag et toi-même, tu le disais que vous n'aviez pas conscience du danger. Là, c'est à 3 points de la relégation, quoi. Ouais, mais ça fait 3 semaines que j'en parle. mais, quand j'en parle, voilà, on n'en est pas tous conscients encore. Et donc là, je pense que en ayant pris une gifle pareille, maintenant on va tous se retrousser les manches et on va se dire que maintenant il faut arrêter de regarder vers le haut, mais avant tout sauver sa peau. Et peut-être que si ça sourit, on pourra retitiller la 6e place puisque c'est encore très très ouvert par rapport au classement. Mais voilà, il faut faire encore les efforts collectifs pour assurer ce maintien qui pour moi n'est pas encore acquis. Ouais, effectivement, il y a une autre équipe qui fait une bonne opération dans le bas du tableau, c'est Ivry qui s'impose face à Cesson. Ça a été difficile, hein, 27-26. Ivry qui remonte à la 11e place. Alors, le classement est très serré, hein, de la 6e à la 14e place. Il y a 4 points, donc autant dire que c'est que 2 matchs. Donc c'est assez étonnant ce championnat. Mika, Ivry qui se donne un peu d'air, mais qui ne sont pas sauvés. Ils étaient derniers encore il y a quelques semaines. Ils battent Cesson. Donc bonne opération pour Ivry. Ouais, très bonne opération, mais ils sont sur une bonne dynamique depuis quelques semaines, donc c'est pas étonnant. Ils se sont appuyés sur cette euphorie de la Coupe de France pour enchaîner les performances en championnat, et je pense qu'ils ont trouvé leur rythme, et ils ont aussi surtout leur effectif pas au complet, mais au moins les frères Simonet qui sont performants et qui sont là, parce que entre la Coupe d'Afrique, pas la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Amérique, je sais pas comment elle s'appelle, et ils ont pas été là tout le temps depuis le début de la saison, donc c'était un peu difficile parce que c'est quand même sur eux que repose le jeu, du moins le jeu offensif. Donc je pense qu'ils sont bien lancés et qu'ils sont bien partis pour se maintenir. Il y a aussi... Ouais, surtout qu'il y a un Ivry-Paris la semaine prochaine, Ouais. qui va être capital. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Exactement. Ivry-Paris. Il y a Istres aussi, et là c'est un On peu va la... discuter tous les deux parce que Ah oui, pardon, je parlais tout seul en fait. Et je disais que mauvaise opération pour Ivry, hein, qui s'incline à domicile. Non, pardon, de Istres qui s'incline Pas à Ivry. l'extérieur face à Nantes, 27-26. C'est pareil, c'est très serré. Istres, pareil, un peu dans le fond du classement avec 13 points. Ça va être difficile, sachant que Istres en plus reçoit Saint-Raphaël la semaine prochaine. Thomas, ça va être dur de prendre des points contre Saraf, mais il faudra y aller du côté Istres. Il va falloir se bouger, ouais, parce que Saint-Raph, ils sont à la lutte avec Chambéry, comme on disait, ils se rapprochent de plus en plus. Puis ils vont chez mal classé Istres, qui à domicile est assez est pas mal ces derniers temps, mais c'est vrai que ça va être un gros match et un gros défi qui attend Istres et Saint-Raph aussi, puisque aller jouer chez un mal classé c'est jamais facile, donc c'est un match qui promet, non. Et la dernière fois qu'ils y sont allés, c'était il y a pas si longtemps, ils ont perdu en Coupe de France, donc Oui, donc ascendant il y a une pour petite Ivry. revanche à prendre aussi, donc. Ouais, une grosse revanche à prendre. Et il y a aussi une équipe qui est en difficulté, c'est Nîmes. L'autre équipe à 13 points qui s'est inclinée face à Dunkerque 26-23. Et la semaine prochaine, match perdu, on peut dire, hein, qui reçoit Montpellier
Match perdu contre Montpellier. Je crois que tu te rappelles pas je crois que tu te Putain, mais rappelles c'est un pas du scoop match ça, aller. mais comment tu sais ça? Bah, je sais pas, je pense qu'il faut jouer, hein, il faut aller pronostiquer sur une Ils ont planète. perdu d'un but et ils se sont fait voler au match aller à Montpellier. Donc Exactement. rien n'est jamais joué dans un derby. L'an dernier, ils ont fait -1 encore à Nîmes. Faut vraiment pas les enterrer. Ouais, Nîmes-Montpellier la semaine prochaine, Nîmes qui a perdu contre Dunkerque, qui est avant-dernier. Ben, on peut s'inquiéter pour ces Nîmois? Déjà, ça va être compliqué le match suivant, même si c'est vrai que c'est un derby. Voilà, on sait que Montpellier aura à cœur quand même de continuer son invincibilité. Maintenant, Nîmes a l'habitude de ces matchs. Nîmes a l'habitude de toujours jouer le maintien, donc connaît aussi la recette. Comme Istres, ce sont des équipes qui connaissent un peu cette situation difficile et ont les moyens collectivement de pouvoir se retrouver autour d'un projet commun et de multiplier leurs forces pour encore faire des résultats. Donc compliqué, mais aussi voilà, ils connaissent aussi cette réalité parce qu'ils sont habitués quand même depuis un certain nombre d'années à jouer ce maintien et donc ils sont encore susceptibles de pouvoir inquiéter de nombreuses équipes. Alors, comme je le disais, un Saint-Raphaël, Créteil 36-26, Saint-Raph qui est à un petit point de Chambéry. Dunkerque semble un peu plus loin, à 4 points de Chambéry, mais Saint-Raphaël fait une superbe saison, Mika, hein. Ouais, très belle saison, très belle saison. Ils sont réguliers surtout, ce qu'ils n'étaient pas les saisons précédentes. Ils arrivent à pas perdre les matchs contre les petites équipes qui avaient pu leur faire défaut. Et puis il faut dire au niveau de l'effectif, c'est quand même un effectif assez riche avec tous les postes doublés et de qualité. Donc c'est normal qu'ils arrivent à tenir ce rythme effréné. Saint-Raphaël, c'est la grosse surprise de la saison, Benoît? Non, 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 on l'avait prédit de les voir quand même très très bien classés. Ils ont mis les moyens, ils continuent de se structurer, ils ont fait un recrutement très intelligent avec Jurisek. C'était vraiment le poste où il leur manquait vraiment un joueur de niveau international, c'est le cas. Ils ont récupéré aussi Kranz qui est un joueur de club, qui est peut-être pas un joueur qui sera capable de marquer 10 buts par match, mais il apporte énormément dans le vestiaire, il apporte énormément, je pense, à l'entraînement parce que c'est quelqu'un qui s'investit énormément, qui est toujours à fond parce qu'il n'a pas non plus de marge de manœuvre énorme, mais voilà, c'est des joueurs de devoir et qui sont importants dans les clubs. Et donc, Saint-Raphaël, voilà, on les voyait bien dans le top 5. Alors, avant de parler de la Ligue des Champions, de la Pro D2 et de recevoir Sébastien Simonet, un petit mot quand même sur le leader, hein, Montpellier. Sans surprise, s'est imposé face à Célestat 36-30. Bah, Montpellier, égal à lui-même, hein, continue son bonhomme de chemin et veut rester invaincu, Thomas. Bah ouais, c'est l'objectif de cette fin de saison, être invaincu. Ils ont déjà fait peur à Nantes, donc maintenant ils essayent de tenir les scores et de pas se faire avoir. Et donc ouais, là, 6 buts d'écart, un écart assez normal, ça va. Pas ni plus ni moins. Et puis comme tu dis, c'est de rester invaincu. Mais bon, comme dit Mika, match à Nîmes, face à Nîmes, ça peut être un piège, donc il va falloir se mobiliser. Encore quand même des objectifs et surtout pas perdre un derby, ça fait toujours tâche. Mais bon, c'est vrai que Montpellier en roue libre sur la fin. Ils savent qu'ils ont le potentiel pour gagner, donc Ouais. je m'inquiète pas Cette, pour eux. cette situation est vraiment bien aussi pour Canaillé, je pense, parce qu'il va pouvoir vraiment former ces jeunes à qui il n'a pas eu l'occasion de donner énormément de temps de jeu. Et on a vu notamment Bonafont ce week-end qui s'est illustré. Et c'est important de pouvoir les faire rentrer pour qu'ils puissent se mettre un peu au niveau de la D1 et pas toujours jouer les matchs de N1 pour pouvoir être performant dans le futur. Alors on rappelle les résultats de la 21e journée, hein. Dunkerque-Nîmes 26-23, Ivry s'est imposé à domicile face à Cesson 27-26, Montpellier, on vient de le dire, s'est imposé à domicile face à Célestat 36-30, victoire de Nantes face à Istres 27-26, victoire de Paris face à Tremblay 31-23, victoire de Saint-Raphaël face à Créteil 36-26 et match nul entre Toulouse-Chambéry 30 partout, à noter aucune victoire à l'extérieur, donc c'est un petit fait
Montpellier à noter. Donc au classement, Montpellier toujours premier avec 41 points, suivi de Chambéry 33 points, Saint-Raphaël 32 points, Dunkerque 29 points. Et puis bas dans le bas du classement, enfin dans le bas, on va descendre jusqu'à la 6ème place parce que bon, Nantes, Dunkerque n'ont pratiquement plus rien à jouer dans le championnat. Cesson qui est 6ème avec 17 points, Créteil 7ème 17 points, Tremblay 8ème 16 points, Célestat et Toulouse 16 points, Ivry 14 points, Istres, Nîmes, Paris 13 points. Autant dire que c'est super serré. Avez-vous déjà connu, messieurs, un championnat aussi serré, notamment pour la lutte à la relégation? Bon, c'est toujours un peu serré, mais en général, moi quand j'y étais, c'est vrai qu'il y avait toujours une équipe qui était un peu lâchée à la mi-saison et que ça se jouait vraiment pour une place de descente. Et là, c'est vrai que toutes les équipes, les 4 dernières équipes vont devoir se battre pour le maintien, donc c'est sympa, hein. Ouais, ça va être compliqué. Allez, on va passer à la Pro D2. Mika, bah, j'ai envie de dire statu quo en tête. Aix-en-Provence s'est imposé assez facilement à l'extérieur face à Saumur. Enfin, quoique c'est le score qui dit hein, 34-27. Et du même temps, Billière s'est imposé également à l'extérieur face à Massy 25-21. Comment s'est passé le match contre Saumur, Mika? Oh, bah, on l'a dominé de bout en bout. On a fait une défense assez agressive d'entrée qui les a beaucoup gênés parce que c'est une équipe de shooters. Il y a des grands gabarits qui tirent beaucoup, mais au niveau du fond de jeu, c'est pas exceptionnel. Donc on les a agressés assez haut tout de suite et d'entrée de jeu, on a fait le break. Je crois qu'il y a 7-2 ou 7-3. Et puis on a continué pendant tout le match. Ça a été un match assez monocorde. Il n'y a pas eu de gros rebondissements. On a déroulé et on est content que ce soit passé comme ça. Pour la confiance, ça fait du bien. Aix-en-Provence, Mulhouse la semaine prochaine. Ça va Bah être ouais, ouais, ouais. difficile. On n'a pas le droit de perdre hein, parce que de toute façon, on n'attend pas un cadeau de la part de Billière. Je pense que si j'avais un billet à mettre, je les mettrais sur 3 victoires pour la fin du championnat. Donc, à nous d'en faire autant et de se préparer s'il le faut au playoff. Alors, ouais, Billière qui lâche rien, Benoît, équipe surprenante et qui est à un petit point d'Aix-en-Provence, donc il va vraiment les titiller jusqu'au bout. Ouais, on va arrêter de dire surprenante, hein. On l'a dit Ouais. pendant 3 mois entre septembre et décembre, et là maintenant il gagne tous les week-ends. Donc non, non, Billard qui est complètement dans son championnat, qui continue à progresser, à rien lâcher et voilà, à pouvoir prétendre aussi bien que Aix à cette première place. Donc tant mieux pour eux. En plus, si Pau venait à les aider et à leur permettre d'accéder à la LNH, ben, tant mieux. Donc voilà, Bière continue sur sa lancée. Très bien. Ouais, surtout match peut-être un peu plus facile hein, face à Saintes la semaine prochaine. Derrière ces deux équipes qui font la course en tête, il y a Mulhouse, 56 points. Pareil qui jouera les playoffs. Mulhouse, qu'est-ce qu'ils ont fait Mulhouse, hop, j'ai sous les yeux, se sont imposés face à Ils Nancy. ont battu Nancy, ouais. Voilà, 30 à 26. Dijon, pareil, qui était en lutte à un moment pour la première place, s'est imposé face à Ponton Combo d'un petit but, hein, 27 à 26. Et pareil, après c'est très serré hein, pour la 5ème place qualificative pour les playoffs entre Sainte qui est 10ème et Vernon qui est 5ème. Il y a 3 points, donc ces équipes se battent, hein, Semur, Besançon, Chartres et Nancy, donc ça va être très difficile. Et en ce qui concerne le bas du tableau, Nanterre semble complètement pratiquement relégué, on peut dire, même je crois Ouais, c'est fini. mathématiquement Nanterre, parlant c'est fini, déjà. ouais. Nanterre c'est fini, il reste une place entre Massy et Ponton-Combo. Voire même Angers, ça va jouer à quelques points. Donc Ponton Combo qui s'est incliné face à Dijon, on l'a dit. Massy qui s'est incliné face à Billière. Et il y a un Ponton Combo Massy qui va valoir très cher, Thomas. Ouais, oui, comme nous l'avait dit Benjamin Bro quand il était venu la semaine dernière. Et 2 semaines, pardon, il avait dit que c'était le match important. Il voulait s'appuyer sur le match de Billard pour lancer ce match face à Ponto Combo, se rassurer face à Billard, puis se rassurer entre guillemets, et puis mobiliser surtout ses joueurs pour le match face à Ponto Combo. Et on voit vraiment que ça va être le choc du bas de classement
pour pas descendre. Ouais, cette Pro D2 qui est aussi passionnante que la LNH. Allez, on va rappeler les scores, hein. Semur, Aix-en-Provence, victoire d'Aix-en-Provence 34 à 27. Mulhouse s'impose à domicile face à Nancy 30 à 26. Angers s'impose également à domicile face à Nanterre 29 à 28. Victoire de Dijon face à Ponton-Combo 27 à 26. Victoire de Billère à l'extérieur sur les terrains de Massy 21 à 25. Égalité entre Saintes et Vernon 24 partout. Et c'est Besançon qui s'impose face à Chartres 32 à 28. Donc on l'a dit, le classement, pas besoin de vous le rappeler, c'est très serré pour les deux, pour la première place. Aix-en-Provence et Billère se tiennent à 1 point, 60 et 59 points. Et Nanterre descend et ça va jouer entre Massy, Ponton-Combo et Angers qui se tiennent à 2 points. Il est 20h58. On va pas tarder à parler de la nouvelle rubrique de Michael Ilès, les étrangers qui jouent en LNH, en championnat de France. A-t-on le temps de parler, Mika, de la Ligue des Champions? Oui, non. Sébastien est là, donc dès qu'il décroche, Mika, je te laisse la parole pour ta toute nouvelle rubrique. Donc c'est dans quelques instants. Ouais. Et il va falloir être indulgent parce qu'il est là que depuis 6 mois et il parle plutôt bien français, mais il va falloir parler doucement pour qu'il comprenne. Voilà. Allez, bonsoir Sébastien. Bonsoir, ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, de rien. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours handballistique? Dans quel club tu as joué? Oui, c'est pas très long, mais j'ai joué toute ma vie en Argentine. Mais après les championnats du monde jeunes à Qatar et les championnats du monde à Hongrie, je crois que c'est en 2005. J'ai joué 5 années à Torrevieja, en Espagne. Mais mon première année a été très difficile parce que j'ai une blessure à le pied et j'étais 11 mois sans jouer. Mais voilà, maintenant je suis à Ivry et j'ai encore une année de contrat. Tu es arrivé très jeune alors en Espagne? Oui, avec 19. D'accord. Et ton frère t'a rejoint combien d'années après? Et, il a joué à Brésil avec 19 aussi, mais après il est arrivé à Torrevieja avec moi et avec 21 années. D'accord. Et donc après tu as choisi donc de venir jouer à Ivry. Pourquoi avoir choisi le championnat français? Je crois que j'ai choisi de venir ici parce que je voulais un changement. Je pense que ça a été un bon changement, mais à le premier moment c'est difficile. Les premiers 2 ou 3 mois, il a été très difficile parce que le français c'est très difficile. Mais maintenant, je parle bien, pas bien, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Si, très bien. Mais voilà, maintenant les résultats c'est beaucoup mieux. On a été à la finale de la Coupe de France à Bercy. Et je crois que pour ma première saison c'est très bon. Oui. Et donc toi tu parles très bien français. On m'a dit que ton frère parlait pas très bien. Oui, il commence maintenant il parle beaucoup mieux, mais il, comme on dit en français, les premières 2 ou 3 mois, il a été très compliqué pour les deux. Et quand on est arrivé chez nous, oui, on commence à parler en espagnol parce qu'on a besoin de parler un peu. C'était très difficile. Les premiers 2 ou 3 mois, on a parlé en anglais avec Pascal, avec tous les joueurs. Mais après, on a commencé à parler bien français. Nous avons cours de français tous les semaines, 3 heures par semaine. C'est bon ça pour nous. D'accord. Et comment tu trouves la vie en France? Ça te plaît, la vie à Paris? Oui, c'est bon. Mais je sais que nous sommes un peu fous avec la pluie.
les dernières 2 ou 3 semaines, tous les jours, avec la pluie, mais voilà, nous sommes très pleins et on veut rester à première division. Et si après la finale de la Coupe, et si on maintient en première division, ça va dire que c'est une bonne saison pour nous. D'accord. Et on a une question sur le chat qui demande est-ce que tu aimerais un jour jouer en Allemagne? Non, 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 non. Je suis très content d'ici. J'aime pas beaucoup l'Allemagne. Comment on dit, les tons de l'allemand, c'est pas le même qu'ici. Paris, c'est joli, c'est très joli. Je suis enchanté pour habiter ici. Et voilà, je vais rester en la France. Et si le club, on le souhaite pas, mais si le club d'Ivry descend en deuxième division, est-ce que vous resterez à Ivry, toi et ton frère? Oui, oui, nous avons encore une année de contrat, mais je ne vais pas à ça, mais voilà, si à la fin de la saison nous sommes en deuxième division, mais, ok, on va rester, on jouer en deuxième division, mais je crois que nous avons un très bon calendrier. On joue chez nous contre Paris, contre Célestat, et le dernier match contre East. Mais je crois qu'on va rester à première division. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Serait-il possible de vous voir dans un club sans votre frère? Oui, oui, c'est possible. Les dernières années, quand Ivry arrive pour parler avec nous, je l'ai dit à Laurent Brisson, que c'est le manager de club avant, que si c'est possible de signer seulement un frère, pas les deux, pas les combos, comme on dit, ou les menus. Les duos. Il a dit que si, que c'est bon, que c'est pas obligatoire qu'on vienne les deux ensemble, mais je crois que c'est une bonne connexion. Je joue toute ma vie avec lui, à côté de lui, et maintenant je crois que c'est le meilleur moment de les deux. Et les deux, c'est le menu best-of. Est-ce que ce serait possible d'avoir le menu best-of plus avec, je crois que vous avez un troisième frère? Oui, maintenant il joue à Cuenca, à l'Espagne. C'est un bon club, un très bon club à l'Espagne. Ils sont maintenant 16e, 6e. Mais ici à Ivry, tout le monde veut que vient pour jouer avec nous, mais c'est difficile. On joue les trois à la même position, au arrière gauche ou demi-centre. Ouais. Mais je sais pas, c'est pas ma décision, c'est la décision de lui. Alors, Sébastien, on sent vraiment une complicité sur le terrain avec Diego. Est-ce que c'est bien perçu par les autres membres de l'équipe? Oui, comment on dit, si on joue, je crois que si comment on dit, les clés de l'équipe, c'est la défense et les gardiens. Après, si on joue bien ou on joue pas bien, les deux ensemble, c'est autre chose. Mais je crois que c'est bon pour toute l'équipe, qu'il y a deux frères, qu'il y a un bon, comment on dit, entendement, je sais pas comment dire en français. Entente. Entente, et c'est ça. Mais oui, je crois que c'est une bonne chose pour l'équipe et pour tous les bris. Alors, il y a des questions des auditeurs. Regrettez-vous le départ de Laurent Brisson? Oui, on a signé avec les clubs Ivry. On n'a pas signé avec Laurent ou avec le président ou avec Pascal Landry. Mais quand on est arrivé ici, Laurent il a fait tout le possible parce que nous sommes contents. Mais c'est les Ivry paye pour nous, on paye parce qu'on joue, pas pour dire si c'est bon une chose ou autre chose. C'est pas notre question, ça. Alors, une petite question, est-ce que vous serez intéressé par un autre club français dans un an?
Oui, mais nous avons encore une année ici. C'est tout possible, mais nous sommes contents et je vais faire bonne chose les prochaines années. Je pense que si l'Ivry récupère à Davor Dominikovic, à Fabien Ruiz et à Thomas, je crois que les prochaines années, on peut être à les cinquième, à les 5 ou 4 équipes. Et voilà, je pense à les prochaines années et pas les autres. Euh, Il faut Sébastien, venir dans le sud, il fait plus beau, si tu veux du soleil. Oui, 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 aussi. un petit mot, Sébastien, l'Argentine aux Jeux Olympiques. Que peut espérer justement cette équipe? Je crois que c'est la première fois de l'Argentine à les Jeux Olympiques. Oui. C'est comme une révolution. L'Argentine maintenant les handball. Après les championnats mondiaux et après les Jeux panaméricains qu'on a gagné à Haute, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui veulent jouer en balle, c'est autre chose. Et je crois qu'il espère qu'on serait, je sais pas, à la demi-finale. Mais nous sommes réalistes et je crois que pour nous, le bon objectif, c'est être entre les 8 meilleures équipes à les Jeux Olympiques. Et si on serait là-bas, c'est un très bon Jeux Olympiques. Alors, l'Argentine, c'est le pays du football. Est-ce que le hand commence à prendre un peu de place? Oui, je crois que c'est différent qu'ici, que toute l'Europe. En Argentine, c'est sol foot. Il y a peut-être un peu de basket, un peu de tennis, mais pas autre chose. Le handball, c'est trop amateur, trop amateur. Et tu besoin de payer pour jouer le handball à l'Argentine. C'est très difficile et je crois qu'il y a beaucoup de mérite pour être où l'Argentine c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des joueurs de l'équipe nationale argentine qui jouent dans le championnat argentin? Oui, je crois qu'il y a 4 ou 5 joueurs qui jouent là-bas. Mais je crois que tu connais à Damián Migueles, qu'il a joué les dernières années à saison. Comment il s'appelle? Damián Migueles, il est à gauche. Oui, il est à gauche. oui. Après, il y a le capitaine de l'équipe il s'appelle Andrés Kosek, il a joué à Soval. Mais il y a 2 ou 3 jeunes joueurs qui jouent là-bas. Mais c'est difficile pour lui. Et tu penses que c'est quoi comme niveau, le niveau argentin championnat par rapport au championnat de France? C'est D2, N1, N2? Je crois que les meilleures équipes de l'Argentine peuvent faire un bon match contre comment dire, les médios équipes de D2. D2. Oui. Il y a 2 ou 3 équipes fortes à l'Argentine, mais pas plus. D'accord. Sébastien, qui va gagner les Jeux Olympiques? Ouf. La Je France? sais pas, mais j'attends à finale Espagne contre la France. J'attends cette finale, mais je crois que l'Espagne il a une bonne équipe, mais je sais pas. C'est les 4 premières équipes de Danemark, France, l'Espagne, peut-être Croatie, sont tous une très bonne équipe. Pour moi, je crois que c'est l'Espagne. Et vous, personnellement, l'Argentine, vous espérez, vous vous êtes donné un objectif à atteindre? Oui, on a été à Londres, les dernières semaines avec l'équipe nationale. On a parlé de ça et on a dit que si on est à la 8e équipe, c'est bon. C'est bon parce que on avance pour les prochaines phases. Si on gagne 2 matchs à les groupes, on avance et ça c'est
l'objectif de l'Argentine pour les Jeux Olympiques. Sébastien, pour parler de foot, vous êtes barcelonais? Vous êtes pour Barcelone ou le Real? Oui, Barcelone, Barcelone. Et votre Barcelone. frère est pour le Real, Diego pour le Real? Oui, on discute un peu, mais les deux, euh, on veut les bons foot. Et s'il y a Messi le côté barcelonais, il y a Higuaín à l'autre côté, Di Maria. Si Madrid joue contre Barça, je préfère le Barça, toujours. D'accord. Et plutôt River ou Boca? River, toute la vie. Nous sommes à la deuxième division, mais je crois que les prochaines années, on serait à la première encore. Thomas, beaucoup d'auditeurs vous embrassent Ouais. Et il y a des questions qui nous demandaient que faisiez-vous en France à part le handball pour vous occuper théâtre, cinéma Maintenant, j'étudie. Je suis à la deuxième année en marketing. Mais après, pour sortir, c'est difficile parce que le cinéma, c'est en anglais et ou en français et c'est dur. Maintenant, c'est très dur d'aller à le cinéma ou à la théâtre, c'est très difficile. Mais voilà, nous sommes ici chez nous avec les films, avec les séries, avec beaucoup de choses à l'internet, à l'Skype, avec les chats avec la famille ou avec les amis. Ça, c'est notre vie. Mika? Bon, Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de partir, on va te demander de dire une phrase que disent tous nos invités. C'est bonjour, ici Sébastien Simonet, bienvenue sur Radio Talk Sport. Et tu peux le dire en espagnol si tu veux. Ok, en español c'est plus fácil. Buenas noches o buenos días, yo soy Sebastián Simonet y estamos aquí para hablar de handball todas las noches. Hasta luego. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Bonne fin de championnat et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Hein. Alors là, 6 mois en France et parle aussi bien français. Chapeau. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Alors merci à Sébastien. Hein. C'était un plaisir. Première réussie pour ta rubrique, Mika. Eh ben ouais, je suis très content. Je l'avais eu un petit peu au téléphone, j'avais réussi à le comprendre, mais finalement, il parle vraiment très bien français et il comprend tout, donc c'était vraiment agréable. Ouais, très un peu de soleil sur cette pluie française. Ouais, effectivement. Il nous reste quand même à parler de cette Ligue des Champions hein, qui nous a quand même réservé pas mal de surprises. Premier match, on peut dire première surprise. Le Barça qui perd soit à l'extérieur sur le terrain de Copenhague 29-23. C'est quand même une surprise, Benoît. Non, pas de surprise. C'est Copenhague en face quand même. À l'extérieur, ils avaient déjà perdu à Montpellier. Ouais. Alors à Copenhague, imagine. D'autant que Copenhague avait vraiment mis les moyens. Ils ont joué dans un stade de foot avec 23 000 spectateurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images. C'était assez impressionnant. C'est le record d'affluence. Hein. Ouais. Et qui plus est, on parlait de la semaine dernière des finales à Bercy, on parlait d'ambiance. Je crois qu'ils ont tout compris là-bas. J'ai vu le match sur EHF TV. Après chaque but, il y a de la musique, il y a des lumières, c'est vraiment un show à l'américaine. Et je pense que les gens ont vraiment pas regretté d'être allés voir cette rencontre. Après, au niveau du jeu, Copenhague, comme à son habitude, a vraiment produit un jeu offensif de qualité, mais sans parler du jeu offensif, j'ai surtout été très impressionné par leur défense 6-0, hyper agressive. On a vu les numéros 3 sortir très haut sur Nagy, parce que dès qu'il était un peu laissé seul, il a scoré. Et non, c'était vraiment ils se sont appuyés sur leur défense et ils ont monté les ballons et en attaque placée, ils ont fait le boulot, même s'ils ont dû se passer de Stephansson en deuxième mi-temps et de Bolsen qui s'est blessé dès le début du match. Je trouve que c'est vraiment une équipe avec des joueurs de qualité, un gros effectif et moi j'aimerais les voir aller au bout. Benoît, est-ce que le match retour Barcelone-Copenhague peut donner le même match que face à Montpellier?
C'est vrai que là, on peut déjà s'interroger sur l'efficacité, parce que marquer que 23 buts pour Barcelone, c'est assez rare. C'est une équipe qui score énormément d'habitude. Là, ils ont vraiment été en échec face à la défense et au gardien de but. Pour le match retour, là, la configuration sera différente que contre Montpellier, et il va falloir vraiment qu'ils aillent le chercher, parce que là, il y a quand même un écart assez conséquent. À eux de retrouver les ressources et surtout de pouvoir défendre aussi de manière assez assez agressive pour les empêcher de développer leur jeu, en espérant un grand Saric pour pouvoir inverser cette tendance. Mais cet écart de 6 buts peut être vraiment difficile à remonter, donc ça va rester un match très ouvert contre une équipe de Copenhague qui ne cesse de progresser, autant handballistiquement que dans tout le marketing qui est autour du handball. Donc c'est bien, ça met un peu de fraîcheur aussi. Donc voilà, c'est tout bonus pour le handball. Alors, Michael, une question sur le chat. Alors, d'une part, on te conseille Dragan Gajic pour ta prochaine recrue dans ta partie, hein, pour Ah, les Français. je suis beaucoup moins sûr de la qualité de son français avec tous les Yougos qu'il y a à Montpellier. Ouais, et deuxième petite question, c'est de Muriel. Est-ce que le show à Copenhague est-il meilleur que celui d'Allemagne? Celui d'Allemagne, c'est différent. En Allemagne, il y a vraiment des grandes salles avec des grosses ambiances. Euh, pour ma part, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. À la télé, ça m'a pas sauté aux yeux. Je pense qu'en Allemagne, il y a des supporters exceptionnels. Le fait que c'est vraiment le speaker et l'animateur qui met l'ambiance. En Allemagne, il y a énormément d'ambiance naturellement. Les spectateurs sont des supporters et mettent eux-mêmes l'ambiance. Et là, à Copenhague, j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambiance, même si je pense que les spectateurs ovationnaient à chaque fois qu'il y avait des buts. Mais quand c'était plus calme, il y avait toujours cette ambiance qui était tenue par le speaker et l'animateur. Alors, alors j'espère pas me tromper pour le deuxième match. Et là, c'est quand même une petite surprise que Léon explose comme ça à Berlin. Benoît. Mais Léon avait tenu voilà, son rôle dans le groupe avec Montpellier, je crois. Mais c'est vrai que cet écart est vraiment conséquent, et peut-être déjà qu'il va sceller le sort de Berlin sur ce quart de finale, parce que il y a quand même 11 buts d'écart, donc c'est quand même énorme. Euh, c'est assez surprenant. Ouais. Léon j'ai pas vu le match honnêtement, a dû faire un match vraiment de très grande qualité pour pouvoir mettre cette équipe de Berlin qui est quand même très très expérimentée et de qualité. Donc le match retour ça va s'avérer très compliqué pour eux, même s'ils vont jouer chez eux devant une foule en liesse et pleinement derrière son équipe, mais rattraper un retard aussi conséquent face à une équipe aussi redoutable risque d'être vraiment compliqué. Alors, plus 11, Mika, c'est plié? Non, 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 c'est pas plié parce qu'on sait que les équipes allemandes, quand elles s'appuient sur une grosse défense, peuvent faire de très gros écarts. Montpellier en a fait les frais l'année dernière contre Rhein-Neckar. Et qui plus est, je trouve que cette équipe de, j'ai pas vu, c'est le seul match que j'ai pas vu pour le coup, mais je trouve que cette équipe de Berlin a vraiment un beau jeu, un bel effectif. Et je suis assez surpris de cette large défaite. Alors, ils ont dû se faire surprendre dans cette salle où beaucoup sont tombés. Je crois que Kiel, je sais plus, Kiel avait dû faire match nul et Copenhague perdre d'un but ou faire match nul aussi. Donc, c'est vraiment dur d'aller jouer là-bas. Montpellier y avait perdu. Mais c'est pas plié, non, je pense pas. On se rappelle à l'époque où Montpellier avait gagné la Ligue des Champions, où ils avaient retourné vraiment des écarts assez énormes. Et voilà, cette équipe de Léon qui vraiment surprend et à se demander si Guillaume Joly devrait pas regarder de ce côté-là parce que leur ailier droit a 70 ans, donc ça pourrait être pas mal pour lui. Euh, L'autre match
j'ai envie de dire bon résultat de Kiel, hein, qui fait match nul 31 partout face à Zagreb. Pareil, hein, ça va être un sacré match du côté de l'Allemagne la semaine prochaine. Thomas. Oui, oui, ça va être un gros match. Et comme tu dis, ça va être intéressant. On verra ce que donne ce résultat. Mais c'est vrai que ce match promet pas mal. 31-31 Benoît. Kiel et Zagreb, en fait, ça va être indécis jusqu'au bout, même si ça va être dur d'aller battre Kiel, hein. Oui, on savait que Zagreb a quand même une très très grosse équipe avec de nombreux joueurs internationaux croates dans une ambiance surchauffée. On connaît aussi la ferveur du public croate, donc un match qu'ils auraient même pu et dû l'emporter plus largement pour espérer aussi ce match retour, parce qu'ils ont mené jusqu'à 7 buts. Mais Kiel, avec toute son expérience, a fait le dos rond et est revenu petit à petit pour faire un match nul qui, je pense, suffira pour se qualifier chez eux. Et le dernier match, hein, on a vu la défaite de Madrid sur le terrain de Cooper, hein, tout à l'heure on en a parlé rapidement avec Xavier Baraché. 26-23, mais bon, Madrid, même s'ils ont 3 buts de différence, conserve quand même une grande chance de se qualifier pour les demi-finales, Mika. Oui, oui, bien sûr. Cooper a fait un très joli match, a saisi pleinement sa chance dans sa salle, une salle surchauffée, un gardien assez énorme. Cette équipe de Cooper où il n'y a pas vraiment de stars, moi je connaissais pas grand monde dans cette équipe, si ce n'est l'arrière droit Krivo Kapic et le gardien qui doit être le gardien de l'équipe de Slovénie, je crois. Mais ils ont joué crânement leur chance, ils ont été défiés l'Atlético en 1 contre 1 et ils sont passés assez souvent. C'était assez surprenant les trous qu'il y avait dans cette défense. Après, en attaque, l'Atlético a été vraiment stérile. Ils ont raté beaucoup de choses, notamment beaucoup de tirs à 6 mètres. Mais en revanche, je pense que l'écart n'est pas assez important pour qu'ils ne se fassent pas punir sur le retour à l'Atlético. Et je pense que l'Atlético devrait s'en sortir sans trop de mal. Et un mot sur nos Français qui ont joué. Eh ben, malheureusement, Titi Omeyer a fait une partie très moyenne. Il a été sorti en fin de première. Il a été remis en début de deuxième et sans succès. Donc c'est son remplaçant Palinka qui a joué quasiment la moitié du temps. Et côté Atlético, ben, la défense n'était pas exceptionnelle. Donc forcément Didier Dinard un peu responsable puisqu'il est le patron de cette défense et Lucas Ballot a alterné le bon et le moins bon. Il a raté quelques shoots à 6 mètres et il n'a pas eu les éclats de génie qu'il peut avoir certaines fois. Donc il nous reste 5 minutes avant de conclure l'émission, on aura le temps de parler de Dunkerque. Mais messieurs, avant je vous demande de vous mouiller pour nous dire, avec les résultats qu'on a vus un peu... alors sur le chat, ça se bat beaucoup, hein. Pas mal de personnes voient Copenhague-Kiel, d'autres voient plutôt Kiel-Madrid en finale. Un petit mot Thomas sur tes potentiels finalistes. Bah, moi, je pense que Copenhague a fait un gros coup et je les vois bien passer parce qu'ils ont quand même Mikkel Hansen dans leur rang et quand t'as le meilleur joueur du monde, ça facilite la chose. Et après, sur les autres, le combat est serré. Je vois bien un espagnol aussi, mais qui, je sais pas encore. Peut-être Madrid, ouais. Madrid-Copenhague, ça aurait de la gueule, mais Copenhague, je les vois bien, mais après, le deuxième, je pourrais pas dire. Alors Mika, un Kiel-Barcelone, c'est alléchant aussi ça. Ouais, 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 mais moi je reste, même si je suis fan de Barcelone depuis toujours, ayant un grand-père barcelonais, mais c'est vrai que cette équipe de Copenhague me plaît beaucoup et moi j'aimerais bien voir Copenhague au Final Four. Et toi, Ils le méritent et c'est peut-être l'année ou jamais parce que il y a Sigurdsson et Toft Hansen qui vont à Kiel l'année prochaine et sans eux, ça aura pas tout à fait la même gueule. et, J'espère qu'ils vont recruter en conséquence. et toi Benoît, est-ce que tu verrais Léon? Pourquoi pas? Bah, Léon va rentrer dans le dernier carré, je pense. Après, il y aura le tirage au sort, donc ça va aussi dépendre de ça pour savoir qui va se trouver en finale. Mais voilà, on a déjà 3 équipes, je pense, qui devraient. Allez, je vais me mouiller un peu, hein. Je vais dire Léon, Kiel et Madrid.
qui devrait se retrouver au Final Four. Après, la décision la plus certaine va se passer entre Copenhague et Barcelone avec deux styles différents et une avance certaine par rapport à ce match aller. Donc peut-être Copenhague pour compléter ce quatuor. Puis ça changerait un peu de cette suprématie germano-espagnole. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, Barcelone qui perd au foot, Barcelone qui perd au hand, voilà, ça changerait un petit peu, c'est bien. Donc on va parler d'une autre Coupe d'Europe, c'est la Coupe EHF, avec une belle perf quand même de Dunkerque, qui s'impose à l'extérieur face à cette équipe de Magdebourg, 25-30. Dunkerque est bien parti pour aller en finale. Benoît. Ouais. Et on savait qu'ils avaient le tirage normalement le plus accessible parmi ces trois équipes. Ouais. En recevant le match retour, donc avec un bel avantage pour pouvoir se qualifier pour cette finale, mais c'était pas le tout de le dire parce que Magdebourg reste quand même un grand club allemand avec une très belle salle, une très belle ambiance, mais qui a ces dernières années un petit peu reculé par rapport à la hiérarchie du handball allemand, puisqu'avant il figurait vraiment parmi les clubs phares du championnat. Là, ces dernières années, c'est un peu plus compliqué. Donc ils ont eu ce tirage favorable, mais ils ont vraiment su répondre présent, puisqu'aller gagner là-bas, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ils ont dû faire un grand match pour pouvoir avoir cet avantage de 5 buts et pouvoir vraiment prétendre à cette finale. Et à noter surtout dans le match, dans l'autre demi-finale, une contre-performance de Raine Karlowen ou vraiment un match de très grande qualité de Göppingen, puisque l'écart n'est que d'un but. Connaissant l'effectif de Raine Karlowen, c'est quand même un petit peu une surprise pour moi. 33-32. Ouais. Et donc ça peut laisser aussi à Dunkerque la possibilité de remporter cette finale. Donc c'est très bien pour le handball français. C'était à Rhein-Neckar, c'est pour ça que ça me... Et donc de permettre aussi au handball français de continuer sa progression, puisque en Ligue des Champions, on n'a pas été très concluant. L'année dernière, Tremblay a été en finale de cette coupe de cette EHF. Peut-être Dunkerque encore cette année, donc c'est bien. Le handball français au moins continue son ascension au niveau européen, même si c'est pas dans la plus grande des compétitions. Et à noter un excellent Bosquet avec 8 buts, donc c'est tout bénef pour l'équipe de France qui reviennent à un bon niveau. Donc voilà. Parlant de Bosquet, on a oublié de dire que finalement il s'en allait. Hein. On en avait parlé avec lui. Oui. L'accord a été trouvé, il le libère, donc maintenant à suivre sa destination. Et je pense que ça va ouvrir. Je pense qu'il risque d'avoir pas mal d'entraîneurs qui vont l'appeler dans les semaines qui viennent. Alors, il nous reste une minute avant. J'ai quelques infos à vous donner. Orubia aussi est sûrement remercié, hein, donc c'est à noter. Peut-être un peu plus surprenant, non? C'est surprenant dans le sens où c'est vraiment peut-être le seul qui est vraiment au niveau et qui est pas tout le temps blessé, parce que Michael Guigou est beaucoup blessé. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, dans le management de Canaillé, ça a toujours été comme ça. Il fait la place aux jeunes, à la formation. Ouais. Donc, il s'appuie en espérant que Guigou soit là et il laisse la place à la formation. Pour Enroubia, j'ai entendu dire qu'il avait été contacté pour Hambourg, mais pour l'année suivante. Ouais. Et moi, je le vois bien aller à Paris dans ce gros projet qui se met en place. Donc voilà, hein, comme tu disais, Patrice Canaillé ayant décidé de faire confiance à Guigou, à Maxime, Arvin Béraud et puis à Mathieu Gréby pour la saison prochaine. Donc Samuel Orubia ne sera pas retenu à la fin du mois de mai. Puis la masse salariale commence aussi à être conséquente à Montpellier et d'avoir une masse salariale aussi importante sur un poste d'ailier gauche. Ça aussi peut handicaper le club et ça peut permettre à Montpellier de continuer son recrutement et peut-être de trouver un demi-centre supplémentaire pour compléter la base arrière pour être encore plus efficace et pour la Ligue des Champions future. On sait bien qu'on les paye pas les ailiers gauches. Donc sauf à Montpellier, hein. Et je pense qu'ils ne doivent pas jouer pour rien. Ouais. Autre info qui vient de tomber, messieurs, ça concerne l'équipe de Toulouse. Donc c'est Alain Porte qui a décliné la proposition du président Salle
Donc il ne sera pas entraîneur de Toulouse. Et Puig-Ségur en approche. Petite réaction, Benoît, Mika et Thomas? Bon, puis Ségur, il n'avait pas fait des étincelles à Nîmes. Moi, j'en avais pas eu que des bons retours, même si c'est quelqu'un qui humainement est vraiment très bien. Sa première approche du haut niveau n'avait pas été un franc succès. Maintenant, pourquoi pas, ça reste une figure emblématique du hand français. Donc, au niveau de l'image, en tout cas, ce serait pas mal pour Toulouse. On parle même, Benoît, de Jérôme Fernandez. Ouais, mais là, on parle de lui en sélectionneur, entraîneur, et il a Ils veulent encore, le caser partout. il a Il va encore être sa carrière à manager finir. Je pense que des physiquement, il est encore bien et qu'il va déjà jouer. Par contre, voilà, puis Ségur, même si sa première expérience a été délicate, c'était un jeune entraîneur. Je pense que il a quand même vraiment une bonne connaissance du jeu parce que c'était un pivot, mais qui ne jouait pas spécialement sur de grosses qualités physiques, mais vraiment sur du sens du placement, du sens du jeu. Donc je pense qu'il a quand même de très bonnes connaissances. Après, il a dû continuer sa formation, il a dû aussi s'aguerrir au niveau de l'entraînement et j'espère dans sa communication et peut-être de se relancer sur un autre projet pour être bénéfique pour lui et pour l'équipe qui le va entraîner. Ah ben voilà, 21h33, on arrive à la fin de l'émission, émission riche hein, en invités et en événements. On remercie Xavier Baraché, Loumou Kabatsele et puis Sébastien Simonet d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, encore une belle journée hein, de hand qui se profile, une belle émission lundi. Donc, messieurs, je vais vous saluer. Je remercie Thomas qui a du boulot. Là, il y a eu deux invités. Et on remercie l'effort de Sébastien de nous avoir parlé en français et un français très bien pour un joueur qui est là depuis 6 mois. Donc Thomas, du boulot et puis merci d'avoir été avec nous. Ouais, du boulot avec une bonne petite voix rafraîchissante de Sébastien Simonet. Et voilà, bonne émission encore et la semaine prochaine. Michael, on l'a dit, un match ô combien important face à Mulhouse pour vraiment les distancer. Exactement. Bah, de toute façon, il nous reste 3 matchs. C'est 3 matchs qu'on doit prendre comme des matchs de coupe. C'est des matchs coup près. Si on en perd un ou si on fait match nul, eh ben, on devra passer par les playoffs. Donc, on va tout donner sur chaque match. Et puis, ta rubrique a fait beaucoup d'heureux hein. Sur le chat. Je peux te dire qu'ils étaient nombreux pour écouter Sébastien. Donc, on verra la semaine prochaine. On va essayer de perdurer. Et puis Benoît Perrabou hein, qui fait tant de bien à Andé et qui grâce à lui on arrive chaque jour à augmenter le nombre d'auditeurs et puis on va dire notre médiatisation. Donc Benoît, je te remercie, tout comme Mickaël d'ailleurs. Et puis la semaine prochaine, un match combien important aussi pour toi, Ben. Ça va être difficile. Mais... ouais, ça va être difficile ce match, mais cette émission continue à grandir et c'est le fait de travail de chacun. Donc, pas que ouais, c'est tout le monde. On est une équipe qui avance et donc c'est très bien. Et donc, continuons comme ça et surtout à tous nos auditeurs fidèles, parlez-en autour de vous et continuez à voter pour ce jeu concours qui doit être une réussite pour une première. Allez, 21h35, je vais laisser l'antenne. Je vous remercie, vous êtes énormément à l'écoute ce soir. Donc merci à nos fidèles auditrices. Hein. Je pense notamment à Sabine et à Muriel hein, qui nous écoutent et qui sont des véritables fans. Donc, et puis, comme l'a dit Benoît, répondez à notre concours. Allez, 21h36, bonne soirée à tous. Restez à l'écoute sur RTS. N'oubliez pas, demain, il y a du lourd. Il y a quand on aime le foot, on parle foot avec Bruno Derrien. Il y a également le débrief. Et puis, Stan n'est pas là pour vous en parler. Liberté pour les auditeurs mercredi et Motor Show jeudi. Allez, ciao ciao. Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Voilà, on n'est plus à l'antenne, messieurs. Tu l'as bien léché? Putain, j'ai pas vu. Sérieux, j'ai dit ça? Sur RMC, ils font en fin de semaine toutes les saucisses dites par Moscato et les intervenants. On est bien aussi, nous, avec nos petits lapsus. On est pas mal. Moi, j'en ai fait quelques-uns aussi. Parfait. Bon, c'était une excellente émission, tout ça. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire?